Il y a tout juste une minute, les autorités opérant dans les Blue Ridge Mountains ont fait une découverte si inattendue que même les enquêteurs les plus chevronnés en sont restés bouche bée. Caché sous des terres ayant appartenu et protégé la légende survivaliste Eustace Conway, un vaste réseau de tunnels souterrains a finalement été mis au jour. Un réseau dont beaucoup de locaux pensaient qu'il n'existait que dans les rumeurs et les spéculations. À première vue, les autorités ont pensé qu'elles étaient tombées sur une formation naturelle de grottes, un phénomène courant dans la région. Mais au fur et à mesure qu'ils avançaient, il est devenu évident qu'il ne s'agissait pas d'un accident de la nature. Des poutres de soutien renforçaient des murs soigneusement taillés et des entrées délibérément dissimulées ont révélé des années de travail humain effectué avec patience, précision et intention. Ce qui a le plus étonné les enquêteurs, ce n'est pas seulement l'existence des tunnels, mais aussi leur emplacement. Pendant des décennies, les habitants des environs ont à parler à voix basse des étranges disparitions d'Eustache dans la forêt des longues heures, qu'il passait seul avec ses outils et ses provisions, et des propos énigmatiques qu'il tenait sur le fait que la Terre renfermait les véritables secrets de la liberté. À l'époque, la plupart des gens considéraient ces paroles comme de la philosophie des métaphores ou les réflexions d'un homme profondément lié à la Terre. Aujourd'hui, il semble que ces paroles étaient beaucoup plus littérales, plus proches d'un plan que d'une croyance. Les tunnels s'étendent. Sous Turtle Island Preserve, le sanctuaire de nature sauvage qu'Eustace a consacré sa vie à construire et à défendre. Mais lorsque les équipes de recherche ont suivi un passage jusqu'à son point le plus éloigné, elles ont rencontré quelque chose de si inattendu que cela les a forcées à reconsidérer tout ce qu'elles pensaient savoir sur l'homme. Avant de révéler ce qui se trouve au niveau le plus profond, les autorités ont appelé à la prudence, sachant que ce qui attendait en dessous avait le pouvoir de modifier fondamentalement l'histoire et l'héritage d'Eustace Conway. La découverte a commencé par ce qui semblait être un problème de routine. Après des jours de fortes pluies qui ont balayé la crête bleue, les gardiens de la Turtle Island Preserve ont remarqué des dépressions inhabituelles se formant près de la limite de la propriété. Le sol semblait instable mais étrangement uniforme, comme si quelque chose s'était déplacé sous la surface. Un matin, un jeune bénévole nommé Caleb a remarqué une doline qui ne semblait pas naturelle. Ses bords étaient trop nets, trop délibérés, presque comme si la terre avait été coupée plutôt qu'effondrée. Alors qu'il commençait à déblayer la boue et les débris, sa pelle heurta quelque chose de solide, métallique, indubitablement fabriqué. Après plusieurs heures de creusement minutieux, une vieille trappe en fer émergea du sol presque fossilisé par le temps. Ses charnières étaient enchevêtrées dans les racines et tassées dans l'argile durcie, comme si la nature elle-même avait essayé de la récupérer. Personne ne pouvait expliquer comment elle était passée inaperçue pendant si longtemps. Certains ont supposé qu'il pouvait s'agir d'un abri anti-tempête abandonné datant de la guerre civile. Mais cette théorie s'est rapidement effondrée lorsque les gardiens ont remarqué des marques sur le loquet, des symboles distinctifs et des encoches correspondant à l'artisanat connu d'Eustace Conway. Lorsque la trappe fut enfin ouverte, une bouffée d'air froid monta chargée de l'odeur de la terre humide qui n'avait pas été remuée depuis des années. Elle semblait ancienne, presque vivante. Sous l'ouverture, une échelle en bois descendait dans l'obscurité. Les barreaux étaient lissés par un usage répété, usés par d'innombrables mains et bottes, mais toujours solides et intactes. Elle n'avait pas l'air abandonnée, mais entretenue. Armés de lampes de poche, les membres de l'équipe descendirent un par un. Au fond, ils se trouvèrent dans un tunnel étroit qui s'étendait bien au-delà de la portée de leurs lampes. Les murs étaient renforcés par des rondins coupés à la main, chaque poutre étant soigneusement entaillée et ajustée dans un style immédiatement reconnaissable pour quiconque connaît le travail d'Eustache. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, des détails troublants commencèrent à apparaître. Des symboles étaient gravés dans les supports en bois. Des étagères étaient alignées sur les murs contenant des bocaux remplis d'herbes, d'os d'animaux et de matériaux conservés. De vieilles lanternes étaient posées là où quelqu'un les avait laissées recouvertes de poussière, mais positionnées avec détermination. Ce n'était pas un espace oublié. Quelqu'un avait vécu ou travaillé ici depuis très longtemps. Le tunnel suivait un chemin délibéré.
Il n'était pas aléatoire ou grossier. Il avait une direction, une planification et une intention. Finalement, il déboucha sur une chambre plus large parsemée d'outils, des pioches d'ébèche et un système de poulies improvisé conçu pour tirer de lourdes charges vers le haut. Chaque détail portait la signature unique d'Eustache pratique, efficace et profondément enraciné dans la croyance que la survie était un acte à la fois physique et spirituel. Les habitants commencent à se souvenir d'histoires dont ils se moquaient auparavant. Ils se rappellent comment Eustace disparaissait dans les bois pendant des heures, parfois des jours revenant couverts de boue, épuisé mais calme. Lorsqu'on lui demandait où il avait été, il se contentait de sourire et de dire peu de choses, parlant souvent de trouver la vérité sous la surface. À l'époque, cela semblait poétique. Aujourd'hui, ces mots résonnent avec un sens beaucoup plus littéral et troublant. Au fur et à mesure que l'exploration se poursuivait, il devenait évident qu'il ne s'agissait pas d'une simple cachette. Le tunnel se ramifiait à plusieurs reprises, formant un réseau qui s'étendait dans de multiples directions. Certains passages s'étaient effondrés, d'autres s'étaient rétrécis, jusqu'à devenir presque impraticables. L'équipe réalisa qu'elle ne voyait qu'une fraction du système, et qu'Eustace avait peut-être passé des décennies à l'agrandir en secret. Quel que soit son but ultime, une chose devenait claire, il n'était pas censé être découvert. Lorsque l'équipe a finalement émergé des heures plus tard, secouée et couverte de terre, le silence qui régnait entre eux en disait plus long que les mots. Un soignant l'a rompu tranquillement en disant « Il ne faisait pas que survivre ici. Il se préparait à quelque chose. » Déterminés à comprendre toute l'étendue de la découverte, les autorités revinrent avec un éclairage plus puissant et un équipement adéquat pour cartographier le système souterrain. En redescendant, l'air devint plus froid et plus lourd, l'odeur de la terre mouillée s'accrochant à leurs vêtements. Ce qui s'ouvrait devant eux n'était pas simplement un tunnel, mais tout un monde souterrain. La première grande chambre s'étendait sur près de 20 pieds d'or de large, ses murs, étant renforcés par des pierres et du bois disposés avec un soin remarquable. Un établi grossier se dressait contre un mur jonché de ciseaux de gants de cuir et de boîtes de conserve rouillées. Des traînées noircies de suie de bougies marquaient le plafond, preuve des innombrables heures passées à travailler sous terre à la lumière vacillante. Un couloir latéral menait à ce qui semblait être une salle de stockage. Des dizaines de bocaux de verre étaient alignés sur les étagères, chacun scellé à la cire et étiqueté de l'écriture d'Eustache. À l'intérieur se trouvaient des racines, des herbes, des poudres, des feuilles séchées, de la viande conservée et de la graisse animale fondue. Des provisions conçues non pas pour des jours, mais pour des mois d'isolement. En descendant vers un niveau inférieur, ils ont découvert une vieille charrette à bras et un système de poulies fixé au plafond construit de main de maître pour déplacer la terre et la roche vers la surface. L'ingénierie était méticuleuse. Chaque poutre de soutien était mesurée, chaque joint renforcé. C'était de la science de la survie mêlée à de l'artisanat. Mais ce qui a le plus troublé l'équipe, ce sont les marques gravées le long des murs. Des symboles répétitifs sont apparus à plusieurs reprises, des formes de montagnes, des spirales, et une image récurrente en particulier, un œil entouré de racines. Les experts en folklore ont par la suite identifié ce symbole comme étant celui que l'on trouve dans les anciennes traditions des Appalaches, représentant un observateur sous la terre, un gardien du monde naturel. On ne sait pas si Eustache l'a gravé pour se protéger, pour avertir, ou pour faire croire à quelque chose. Après plusieurs tours, l'équipe atteignit ce qui semblait être le centre du labyrinthe souterrain. Une vaste chambre s'ouvrit devant eux, s'étendant au-delà des limites de leur lumière. En son centre reposait une grande dalle de pierre, entourée de bougies fondues, de paquets de sauge et d'os d'animaux disposés selon des motifs géométriques précis. L'air était immobile, lourd de silence et d'intention. Ce n'était pas seulement un espace de travail, c'était un sanctuaire. Les murs étaient couverts de dessins au fusain. Montagnes, arbres, rivières et silhouettes humaines se fondant dans les racines, et le sol comme s'il devenait une partie intégrante de la terre elle-même. Là, dans les profondeurs de l'île de la Tortue, une vérité devint impossible à ignorer. Ce qu'Eustace Conway avait construit sous la surface était plus qu'un abri, plus qu'une préparation. C'était un chapitre caché de sa vie gravé dans la terre, qui attendait patiemment d'être découvert. Certains disent qu'Eustache croyait que ces tunnels le reliaient directement à l'esprit de la montagne,
que chaque chambre représentait une étape de l'harmonie entre l'homme et la terre. Mais avant qu'ils ne puissent explorer davantage, l'un des membres de l'équipe a repéré quelque chose d'inhabituel à l'autre bout de la chambre, une porte en bois scellée et renforcée par des barres de fer cachées derrière une couche de boue et de mousse. Et sur le bois étaient gravés les mots « Plus on s'enfonce, plus on trouve la vérité ». Personne ne savait ce qui attendait derrière cette porte, mais dès qu'ils l'ont ouverte, le mystère des tunnels d'Eustache a pris une tournure encore plus sombre. L'équipe est restée figée devant la porte en bois, dont les gonds en fer étaient rongés par la rouille, mais encore assez solides pour retenir ce qui se cachait derrière elle. Le message gravé à la surface, plus on s'enfonce, plus on trouve la vérité, a donné des frissons à tout le monde. À l'aide de pieds de biche, ils l'ont ouvert, le bruit du bois qui craque résonnant dans les couloirs souterrains comme un cri. Un souffle d'air s'en est échappé épais et vicié, comme s'il n'avait pas bougé depuis des dizaines d'années. Lorsque leurs lampes de poche percèrent l'obscurité, ce qu'ils virent ne correspondait pas à l'artisanat rustique des tunnels précédents. Ici, les murs étaient en béton. Les poutres étaient remplacées par de l'acier. C'était plus froid, plus tranchant, et mécanique, rien à voir avec le travail manuel organique d'Eustache. Le sol était tapissé de restes de câbles de tuyaux corrodés et de fragments de métal d'origine militaire. C'était comme si quelqu'un avait poursuivi son travail transformant son humble refuge en quelque chose de beaucoup plus complexe. Au centre de la pièce se trouvait un grand puits de ventilation menant tout droit vers le haut. Personne ne savait où il se terminait. L'un des hommes dirigea sa lumière vers le haut, mais le faisceau disparut dans un noir infini. Cette section comportait des lignes électriques de vieux câbles isolés qui semblaient courir vers le mur du fond, où trônait un antique boîtier de commande. En l'ouvrant, ils ont trouvé des fragments de pièces de radio, des bobines et des fils d'antenne. Celui qui avait modifié cette chambre connaissait les systèmes de communication, ce pourquoi Eustace n'a jamais été connu publiquement. Se pourrait-il que quelqu'un ait utilisé cet endroit après lui? Ou bien Eustace communiquait-il avec des contacts hors réseau dont nous ne soupçonnions pas l'existence? Parmi les débris éparpillés, un explorateur a ramassé une boîte de conserve rouillée contenant un parchemin roulé scellé dans la cire. À l'intérieur se trouvaient des croquis de tours de radio, des numéros de fréquences codés et des notes écrites de la main d'Eustache. Les mots « Skynet of Freedom » filet de liberté apparaissaient à plusieurs reprises, ainsi que des références aux lignes de communication électromagnétiques. Les historiens ont découvert par la suite qu'Eustache avait mentionné une fois son désir de vivre hors de portée de tous les signaux. Peut-être qu'il ne se cachait pas de la société moderne, mais qu'il construisait un moyen de vivre au-delà d'elle. Alors qu'ils exploraient plus avant la pièce bordée d'acier, un autre indice est apparu, une caisse contenant des masques à gaz, de vieilles lampes de poche et des fournitures d'urgence enveloppées dans de la toile cirée. Il ne s'agissait pas d'articles primitifs, mais d'articles de qualité militaire, et les lettres U.S. Depte of Interior 1964, étaient légèrement estampillées sur le côté de l'une des caisses. Cela n'avait aucun sens. C'était bien avant qu'Eustace n'achète la réserve de Turtle Island. Quelqu'un d'autre aurait-il pu créer ce réseau avant lui, et Eustace n'aurait-il fait que l'étendre? La chronologie s'effondrait dans la confusion. Quelle que soit l'explication, une chose était claire. Cette chambre n'était pas un simple abri, c'était un poste de commandement. L'étrange mélange d'outils de survie, d'équipements de communication et de marques rituelles a fait comprendre à l'équipe qu'elle se trouvait dans quelque chose de bien plus élaboré qu'une cachette. Lorsqu'un explorateur a enlevé la saleté d'un panneau latéral, il a remarqué quelque chose d'autre, un léger contour d'une autre porte, cette fois-ci complètement scellée avec du béton. Eustace l'avait muré intentionnellement. Qu'est-ce qui était si important pour qu'il se donne tant de mal pour le cacher? Alors qu'il se demandait s'ils devaient percer le mur, l'un d'eux a murmuré. « Et si nous n'étions pas censés voir ce qu'il y a derrière ?» Mais la curiosité l'a emporté. Ils ont commencé à creuser le mur, sans savoir que ce qui se trouvait au-delà expliquerait enfin pourquoi Eustache a construit les tunnels et ce qu'il protégeait vraiment. Après des heures de travail minutieux, l'équipe a percé le mur de béton. L'air qui s'en échappait était sec et étrangement chaud, comme s'il avait été scellé depuis un demi-siècle. Au-delà, ils trouvèrent un autre couloir plus étroit et descendant en pente raide.
Contrairement aux sections précédentes, ce tunnel semblait fraîchement creusé. Le sol était meuble, les supports plus récents, et de légères marques sur les murs suggéraient qu'Eustache avait continué à creuser tard dans sa vie. Alors qu'il suivait le chemin, le bruit de l'eau qui s'égouttait résonnait au loin. Cela ressemblait moins à un tunnel construit par l'homme qu'à un organisme vivant qui respirait et grinçait autour d'eux. Après quelques centaines de mètres, le passage étroit s'ouvre sur une chambre où la terre cède la place à la roche. Un faible courant d'air laisse entrevoir une sortie quelque part à proximité. C'est alors que la lampe de poche d'un des explorateurs capte quelque chose d'inhabituel. Des planches de bois recouvraient ce qui semblait être une grande ouverture circulaire dans le sol. En les retirant, ils ont découvert un puits étroit menant en diagonale vers le haut. Il s'est avéré que le tunnel s'étendait bien au-delà de la limite de la propriété se frayant un chemin jusqu'à la rivière Watauga. Ils le suivirent pendant près d'un demi-mile, jusqu'à ce qu'il se termine par une trappe en fer habilement dissimulée sous un énorme tronc tombé près du bord de l'eau. Lorsqu'ils l'ont soulevé, la lumière du matin a jailli pour la première fois depuis des décennies. Il ne s'agissait pas d'un tunnel d'évasion aléatoire. C'était un travail de précision parfaitement incliné vers la rivière, avec une sortie cachée qui ne pouvait être vue que d'une seule direction. Les habitants ont confirmé plus tard que Eustache campait souvent près de ce tronçon de rivière qu'il appelait sa ligne de liberté. Il semblait maintenant clair que le tunnel avait été conçu comme une voie de sortie, un moyen de disparaître instantanément dans la nature. Mais pourquoi Eustache, qui a toujours prêché la transparence, la simplicité et le fait de vivre ouvertement avec la terre, aurait-il eu besoin d'une échappatoire? Ceux qui l'ont le mieux connu disent qu'il s'est de plus en plus méfié des interférences extérieures après des affrontements répétés avec les fonctionnaires du gouvernement au sujet des réglementations foncières. Il a dit un jour « Ils veulent posséder l'air que je respire ». Le système de tunnel pourrait donc avoir été son ultime acte de défi, une incarnation physique de l'indépendance, construit pour s'assurer qu'il pourrait vivre selon ses propres règles quoi qu'il advienne. Mais le sens profond était encore plus fort. La dernière chambre avant la rivière était différente des autres. À l'intérieur se trouvaient d'étranges arrangements de pierre formant des motifs circulaires sur le sol. Au centre se trouvait un vieux coffre en bois enveloppé dans une peau d'animal et attaché avec une corde. Lorsqu'ils l'ouvrirent, ils trouvèrent des lettres manuscrites et un petit journal. L'une d'entre elles disait « La liberté ne peut plus exister en surface. Les racines du monde sont plus sûres que son ciel. » Une autre page contenait ce qui ressemblait à des coordonnées, des nombres gravés profondément dans la page. Une fois tracés, ils indiquaient une section éloignée des contreforts des Appalaches à des kilomètres de l'île de la Tortue. Pourrait-il y avoir d'autres tunnels à cet endroit faisant partie d'un réseau beaucoup plus vaste? Ou s'agissait-il d'un message symbolique pointant vers quelque chose que Eustace voulait garder secret? Pour l'instant, personne ne pouvait le dire. Mais alors que l'équipe refermait la trappe derrière elle, elle ne pouvait se défaire du sentiment que les tunnels n'étaient pas seulement la cachette d'Eustace. C'était son message au monde entier. La liberté ne se vide pas au-dessus du sol, elle se construit en dessous. Quelques jours plus tard, déterminée à découvrir toute la vérité, l'équipe d'exploration est revenue avec un équipement plus solide et est descendue une fois de plus dans le monde souterrain secret d'Eustace Conway. Cette fois, ils se concentrèrent sur les petits passages qui partaient des chambres principales. L'un de ces tunnels secondaires les conduisit dans une zone qu'ils n'avaient pas encore explorée, un étroit vide sanitaire qui s'ouvrait sur ce qu'ils appelleraient bientôt la salle interdite. L'entrée était partiellement effondrée, scellée par d'épaisses couches de roches et de bois, comme si Eustache lui-même avait tenté de l'ensevelir. Après des heures passées à creuser dans les décombres, ils ont finalement dégagé un chemin assez large pour se faufiler. Ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur a rendu tout le monde silencieux. L'air était dense, immobile et froid, portant une légère odeur de fumée et de bois vieilli. Contre le mur du fond se trouvait une table en bois couverte de bocaux scellés à la cire de livres reliés en cuir et de cartes pliées dessinées à la main. Des dizaines de bougies fondues depuis longtemps dans le sol en terre battue entouraient un piédestal en pierre au centre de la pièce. Sur ce piédestal reposait un vieux crâne d'animal gravé de marques complexes. Le motif correspondait à d'anciens symboles spirituels des Appalaches souvent liés aux traditions funéraires des Cherokees.
Que faisait un survivaliste comme Eustace, avec des sculptures rituelles et des objets cérémoniels cachés sous terre? Certains ont émis l'hypothèse que c'était là qu'Eustace effectuait ses études spirituelles, mêlant les traditions autochtones à sa propre philosophie sur le lien entre l'homme et la terre. Sur l'un des murs était accrochée une photographie encadrée très délavée, montrant un jeune Eustache, aux côtés de son père, près de ce qui ressemblait à une étrange formation rocheuse. Les habitants qui ont analysé la photo plus tard ont réalisé que la formation ne pouvait être vue que de l'intérieur d'une section spécifique des tunnels, ce qui suggère qu'Eustache a peut-être recréé un site sacré de son enfance. En examinant les livres, l'équipe a découvert des pages remplies de réflexions personnelles des entre-temps qui brouillaient la frontière entre le survivalisme et le mysticisme. Il a écrit qu'il entendait les battements de cœur de la terre, qu'il suivait les chuchotements du sol, qui le conduisaient au lieu de repos d'une sagesse ancienne. Il était clair que cette pièce n'était pas destinée à l'entreposage ou à l'évasion, mais à la préservation. Des pointes de flèches, des poteries brisées, des peaux d'animaux, et même des outils artisanaux qui semblaient plus anciens que tout ce qu'Eustache aurait pu fabriquer seul. Certains objets portaient des étiquettes telles que Echoes of the Ancients et Return to Light. C'était comme s'il construisait un musée sous la montagne protégeant des reliques qui n'appartenaient à aucune génération. Mais une découverte a changé le ton de toute la fouille. Cachée dans un coffre en bois sous le piédestal, se trouvait une lettre scellée dans la cire, adressée simplement à l'auditeur suivant. Le message de la lettre était bref mais obsédant. Si tu as trouvé ce lieu, c'est que la montagne a choisi de révéler ce que l'homme a tenté d'oublier. Ne dérange pas ce qui dort. Les tunnels sont vivants et ils se souviennent. L'écriture était tremblante, mais il s'agissait indubitablement de celle d'Eustache. Après avoir lu ces mots, l'équipage a décidé de ne pas toucher à la chambre et de la refermer comme ils l'avaient trouvée. Pourtant, aucun d'entre eux ne pouvait se défaire de l'étrange sensation que quelque chose d'ancien avait été réveillé. Certains disent que la Terre elle-même semble différente maintenant autour de l'île de la Tortue. Calme mais vigilante, comme si les tunnels d'Eustache avaient vraiment un pouls qui leur est propre. Dans les semaines qui ont suivi la découverte de la chambre interdite, les collines autrefois tranquilles qui entourent la Turtle Island Preserve sont devenues le centre de l'attention. Des historiens, des archéologues et même des spécialistes de la spiritualité se sont réunis pour étudier ce que Eustace Conway avait construit. Mais plus ils en découvraient, plus il devenait clair que ces tunnels n'avaient pas pour but de se cacher. Chaque passage, chaque chambre et chaque gravure semblaient former une histoire, comme si Eustache avait transformé la montagne elle-même en un journal de ses croyances. Plus il regardait en profondeur, plus des schémas apparaissaient. La disposition des tunnels n'était pas aléatoire. Elle suivait une séquence délibérée qui reflétait le cycle de la vie. La première chambre symbolisait la survie remplie de nourriture conservée d'outils et de fournitures. La deuxième représentait la connaissance avec des étagères de livres, des bocaux et des notes sur la médecine naturelle et la philosophie. La troisième, la chambre interdite, était consacrée à la mémoire là où l'esprit de l'homme rencontre le silence de la terre. Chaque niveau reflétait ses enseignements sur l'harmonie entre l'homme et la nature. Eustache ne fuyait pas la société, il gravait le message de sa vie dans la terre elle-même. Ses journaux rédigés dans un langage à la fois prudent et poétique laissaient entendre que les tunnels étaient ses racines de liberté. Il a écrit « Quand le monde oubliera la nature, je la construirai sous leurs pieds. » Pour lui, aller sous terre n'était pas une fuite, c'était une connexion. Il pensait que tout comme les arbres puisent dans la vie dans le sol, l'homme devait retourner à la terre pour redécouvrir la vérité. Les archéologues ont remarqué autre chose, chaque tunnel s'alignait presque parfaitement sur les caractéristiques naturelles du sol. Une source, une crête, un bosquet de chênes. Vu d'en haut, l'agencement ressemble à un arbre dont les branches sont représentées par les tunnels et le tronc par le puits principal menant à la surface. Ce n'était pas un hasard. Eustache avait conçu son monde souterrain comme un symbole vivant, où chaque tournant reflétait le dessin de la nature. Ce qui était encore plus surprenant, c'est que les tunnels semblaient s'aligner sur les lignes magnétiques naturelles sous la Terre, ce que seuls des instruments géologiques avancés pouvaient détecter. Pourtant, Eustache l'avait fait il y a des décennies, guidé par son seul instinct. Les habitants qui le connaissaient disaient qu'il parlait souvent d'écouter la force d'attraction de la montagne. Peut-être n'était-il pas poétique,
Peut-être le sentait-il vraiment. Les spécialistes du folklore des Appalaches ont par la suite comparé sa construction aux anciens sanctuaires terrestres où les chercheurs spirituels descendaient sous terre pour se reconnecter au monde des esprits. La ressemblance était troublante. Ces tunnels n'étaient pas seulement des abris physiques, mais aussi des couloirs spirituels. Ils racontaient l'histoire d'une transformation de la descente de l'humanité dans les ténèbres pour redécouvrir la lumière. Au fil du temps, la légende d'Eustache est passée de celle d'un simple montagnard à celle d'un visionnaire qui voyait la Terre comme un être vivant. Ces tunnels n'étaient pas une question de survie, mais un sermon écrit non pas à l'encre, mais dans l'argile et la pierre. Pourtant, un tunnel reste inexplicable, le dernier qui mène à la rivière. Sa conception était trop délibérée, sa direction trop parfaite. Certains disent non qu'il mène à une source d'énergie naturelle cachée sous les montagnes. D'autres pensent qu'il mène à quelque chose que Eustache a trouvé quelque chose dont il n'a jamais parlé à personne. Ce qui est certain, c'est que ces tunnels ont changé notre perception de lui pour toujours. Eustace Conway n'était pas seulement un homme de la nature sauvage, il en faisait partie. Son dernier message gravé sous les Blue Ridge Mountains murmure encore aujourd'hui: la liberté ne vit pas en surface. Il pousse en dessous. Lorsque les experts ont finalement suivi les coordonnées écrites dans le dernier journal d'Eustace Conway, ils se sont retrouvés au cœur de la nature sauvage des Appalaches, à des kilomètres de la réserve de Turtle Island. Le chemin les a conduits dans une forêt dense où l'air semblait vierge. Le silence épais et pesant. Après des jours de recherche, ils tombèrent sur une petite ouverture près d'une source qui se jetait directement dans la rivière Watauga. L'entrée semblait naturelle, mais un examen plus approfondi révéla le même travail de poutre artisanale que dans les tunnels d'Eustache. C'était là la suite de son réseau souterrain, l'endroit que ses écrits appelaient le chemin du retour. En descendant dans le puits étroit, ils trouvèrent des signes de la présence d'Eustache, de vieilles bougies, des gants de cuir et un tabouret de fortune taillé dans des racines d'arbres. Le tunnel s'incurva sur plusieurs centaines de pieds avant de déboucher sur une chambre circulaire en pierre. Contrairement aux chambres précédentes, celle-ci était différente, plus simple, plus propre, presque sacrée. Au centre, un simple coffre en bois couvert de poussière. À l'intérieur, enveloppé dans une toile cirée, se trouvait la dernière note d'Eustache. L'écriture tremblait, mais restait claire. « Si vous êtes ici, c'est que vous avez trouvé le bout de ma route. Je l'ai construit non pas pour me cacher du monde, mais pour lui rappeler ce qu'est la liberté. Quand vous creusez assez profondément, vous arrêtez de courir. Vous commencez à vous souvenir. » Sous la note se trouvaient 3 petits objets, une boussole, une Bible en cuir usé et un pot rempli de terre. Chaque objet symbolisait un pilier de sa vie, sa direction, sa foi et la terre elle-même. Le tunnel d'Eustache ne menait pas à un trésor ou à une évasion, mais à un sens. Pendant des décennies, les gens l'ont considéré comme un reclus ou un survivaliste excentrique. Mais cette dernière découverte a révélé une vérité plus profonde. Il ne se cachait pas de la civilisation. Il l'enseignait dans la seule langue en laquelle il avait confiance. Chaque pelletée de terre qu'il a retournée, chaque mur qu'il a construit sous terre, était sa protestation silencieuse contre un monde qui a oublié comment vivre librement. Ces tunnels formaient un miroir des racines de la montagne, un reflet de sa conviction que la liberté et l'autosuffisance viennent de la base. Les scientifiques qui ont ensuite cartographié l'ensemble du réseau ont découvert une chose incroyable. Les tunnels, vus d'en haut, dessinaient la forme d'une main d'homme qui s'étendait de l'île de la Tortue vers la rivière. Certains disent que c'était accidentel. D'autres pensent qu'il s'agit d'une façon pour Eustache de montrer la Terre tenant l'humanité dans son emprise. Au cours des années qui ont suivi la découverte, le site a été scellé pour le protéger. Mais ceux qui y sont entrés disent que l'air y était vivant, chaud, immobile et étrangement réconfortant, comme si la montagne elle-même se souvenait d'Eustache. Qu'il soit considéré comme un sanctuaire spirituel, un message pour l'avenir, ou simplement le projet final d'un homme qui a vécu selon son propre code, une vérité demeure. Eustace Conway n'a pas construit ces tunnels pour qu'on les trouve. Il les a construits pour durer, pour rappeler au monde que la vraie liberté n'est pas accordée par la société ou prise par la loi. Il est patiemment gravé dans la terre par ceux qui osent vivre de leurs propres mains. Et aujourd'hui, cet héritage enfoui profondément dans le sol de l'île de la Tortue continue de murmurer ces derniers mots.
La montagne n'oublie jamais ceux qui font partie d'elle.